Allez, on est parti pour le premier point actu hardware du jour et de la semaine plutôt, plus que du jour. Aujourd'hui, lundi 24 mai 2021, petit programme aujourd'hui vu que c'est plus ou moins un jour férié, plus ou moins parce que j'ai compris que c'était devenu un jour de solidarité ou un truc comme ça. Enfin bref, du coup, petite actualité, mais on a tout de même les traditionnels prix du lundi, ça régale. Ensuite, on aura petite news sur Netflix qui a l'air chaud pour se lancer dans le jeu vidéo. On sait pas exactement sous quelle forme encore, mais bon, c'est Netflix, donc quand ils annoncent des trucs, on s'attend à voir le service débarquer assez rapidement. On va parler aussi un peu de Elon Musk et de ses nombreuses promesses, surtout vis-à-vis de Tesla, qui n'ont pas été tenues. Et du coup, la question, est-ce qu'Elon Musk est encore une personne crédible quand il annonce une date future, une avancée technologique future? C'est une question qui n'a pas réellement de réponse. Difficile de décrypter Elon Musk, mais effectivement, il y a eu des promesses manquées. On parlera water cooling avec des kits de water cooling plutôt très efficaces, pas forcément orientés design, mais à des prix plutôt très accessibles pour des performances très bonnes. Donc pourquoi pas pour des configs un peu access, mais tout en gardant un water cooling. C'est plutôt intéressant. On va parler de RAM aussi, avec des gens qui ont décidé juste de faire des barrettes très travaillées au niveau du design, truc que bah, d'habitude c'est pas trop ce qu'on va chercher sur les barrettes de RAM. Là, c'est vraiment c'est plus atypique en termes de design que j'ai jamais vu. On va parler aussi d'un boîtier qui, pour le coup, est très étrange. Boîtier chinois avec une configuration jusque-là pas vraiment vue. Et en vrai, je sais pas, je suis partagé entre ouais, c'est génial et est-ce que ça marche vraiment? On va en parler un petit peu. On n'a pas du tout les prix parce qu'on, enfin si on les a, mais en Chine, ce qui ne représente pas vraiment le prix qu'on peut trouver chez nous. Donc à voir. Mais il y a de l'idée. Et on finira avec les cartes graphiques. Petit point sur une fin de support pour Nvidia. Nvidia arrête de mettre à jour ses cartes Kepler, donc plutôt pas mal de cartes et des cartes encore pas mal utilisées aussi, hein. Elles sont un peu vieilles, mais on les retrouve beaucoup, notamment dans les stats Steam, donc des gens vont être impactés. Et en ce moment, acheter une carte graphique, c'est déconseillé. Donc mauvais moment pour annoncer ça. On va parler aussi d'une petite erreur de la part de Razer qui a mis en ligne des trucs qui ne devaient pas tout de suite. Du coup, on a des infos sur des nouvelles configs qui embarqueront les futures cartes pas encore annoncées, qui devraient bientôt l'être par Nvidia, les 3070 Ti et 3080 Ti, avec des configs qui seront ultra chers. N'oubliez pas, c'est Razer, la base. Et on finira avec les stocks de cartes graphiques en ce jour à 7h, enfin à l'heure où je le ferai. Et ça ira vite, comme souvent en ce moment. Et n'ayez pas peur des prix, sinon restez pas jusqu'au bout. On commence tout de suite avec les prix. D'ailleurs, c'est bon, ça fait une super transition. Les prix des cartes graphiques, et on va aller rapidement sur les cartes graphiques avant de pleurer des larmes de sang. On a toujours une disponibilité aussi problématique, ça n'a pas changé. On n'a pas vraiment de hausse dans le haut de gamme, faut dire que les prix sont déjà très élevés, mais on a de plus en plus de hausse dans l'entrée de gamme. Ici, les 1650 qui prennent 10 euros, donc ça s'affiche à partir de 249 euros
pour le modèle le moins cher. Attention, parce que pour les cartes graphiques, il y a plein de modèles. Donc vous pourrez trouver un modèle référencé le moins cher à 249 €. Sachez qu'il n'est pas disponible, mais il existe. Contre 239, en vrai, 249, 239, tout ça c'est trop cher. Tout ça c'est plus cher que ma 1660 Super que j'ai acheté fut quelques temps pour du coup la gamme d'en dessous. Ce n'est pas possible. Si vous êtes prêt à mettre plus d'argent dans quelque chose qui est un peu mieux mais qui casse toujours pas trois pattes à un canard, vous avez la GTX 1660 Ti qui passe à 500 € contre 360 il y a une semaine. Donc voilà un des prix qui continue de s'envoler et sur absolument toutes les gammes, tous les prix, que ça soit de l'access qui permet tout juste de faire tourner du jeu vidéo à la carte qui vaut plus de 3000 €, tout a explosé, tout est très peu disponible et il faut que ça change. Il faut que ça change, il faut trouver des moyens. On ne peut pas garder cette situation là où il y a quelques temps acheter un PC gamer c'était possible et c'était pas non plus inaccessible en termes de prix. Aujourd'hui, juste du fait que la carte graphique va vous coûter la moitié du prix de votre PC pour un PC gaming entrée de gamme, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut que ça change. On espère que ça change vite. On espère que l'Ethereum va passer en 2.0. On espère que les constructeurs vont trouver des moyens pour re-rendre disponibles ces cartes, notamment les dernières générations qui font tant envie. On continue avec les processeurs. C'est un peu mieux du côté des processeurs et aujourd'hui, même cette semaine, la vedette dans les processeurs, c'est plutôt AMD qui a enfin une vraie disponibilité à 100% sur ses processeurs dernière génération. Jusque-là, c'était quand même assez... souvent, il manquait une référence. Il a pendant longtemps manqué les très haut de gamme, les Ryzen 9, qui ont du mal à... Ils ont eu du mal à arriver, puis ils ont disparu très très rapidement et depuis c'était compliqué. Ça revient à des prix corrects et ça aussi c'est intéressant. On a du coup des baisses sur la dernière génération de Ryzen. On a le Ryzen 5 5600X qui passe à 330 € au lieu de 350. Petite réduc, ça commence à s'approcher des prix intéressants pour ce processeur qui est ultra performant mais pour l'instant un peu cher. Mais on a aussi les Ryzen 9 qui baissent avec le 5900X qui passe à 600 au lieu de 630. Ça fait une petite baisse tout de même. Mais surtout le 5950X qui passe à 800 € à la place de 930. Donc vraie différence. On a même une petite baisse sur le 3600X, donc Ryzen 5 de la génération précédente, qui perd 9 €, donc c'est pas énorme. Ça reste des processeurs assez chers, mais en termes de performance, on est quand même au rendez-vous. Côté Intel, c'est moins rose. On a plutôt des hausses, hein. Voilà, voire que des hausses. C'est pas des hausses majeures non plus. On a 7 € sur le 10400F, qui normalement devrait peu à peu être remplacé par le 11400F. On a 50 € sur le 10900K, et là, toujours le 10900K, c'est un peu une licorne maintenant, vu que il n'est pas reproduit tel quel sur cette 11e génération. On n'a pas de processeur avec 10 cœurs sur la 11e génération, donc il est un peu à part. Et on a le i5 11e génération, le 11600K, qui prend 5 €. Donc voilà, je pense que monter les prix sur la 11e génération, c'est pas une super bonne idée pour Intel, mais bon, ils font comme ils veulent, hein. Pas convaincu par cette 11e génération. Continue avec le SSD, et là, c'est un peu plus triste cette semaine. On a plutôt des hausses significatives, notamment dans l'entrée de gamme et dans le très haut de gamme. Donc l'entrée de gamme avec le SATA et des références qui sont normalement très peu chères et qui fluctuent assez peu, ont des petites voire moyennes augmentations.
ici un SanDisk de 240 Go, donc tout petit, SATA bien sûr, qui passe de 36,90 à 39,90. Ça peut paraître une toute petite augmentation, mais on est sur des tout petits prix. Et on a aussi les cruciales en SATA, donc les BX500 et MX500, 480 Go et 500 Go, qui prennent respectivement 4 et 7 euros. Encore une fois, c'est vraiment des SSD qui sont très accessibles, qui sont vendus plutôt en masse et normalement qui font un peu les prix planchers. Et là, c'est un peu, du coup, c'est un peu triste que cela augmente. Après, le très haut de gamme avec des SSD NVMe PCI Express 4.0, des débits hallucinants jusqu'à certains vont jusqu'à 7000 MO secondes. Voilà. Ceux-là, ils ont des hausses, mais en vrai, c'est la dernière génération, c'est le très haut de gamme et c'est des produits qui fluctuent plus régulièrement en termes de prix, hein. Donc là, on passe pour un Corsair de 2 Tera, on passe de 190 qui était du coup un prix plutôt intéressant à 215 et exactement pareil pour le Aorus en 1 Tera que 1 Tera mais exactement le même prix. Voilà, à vous de faire votre choix. On a toujours peur, hein. Il y a le Chia qui traîne en Asie, qui peut venir un jour nous détruire notre marché du stockage. Normalement, moins la partie SSD que disque dur, visiblement, mais on reste prudent. On finit les prix avec la RAM, et là, toujours des prix attractifs sur la RAM. Encore une fois, on nous avait annoncé une hausse mondiale de environ 20%, en tout cas 20% de moyenne de la RAM. Chez nous, on ne l'a pas ressenti, en tout cas pour l'instant, et tant mieux. Rien n'est dit qu'on ne l'aura pas plus tard, hein, mais pour l'instant, on est plutôt bien. On a plutôt légère tendance à la baisse, mais sur la durée, plutôt un maintien des prix, hein. Ce qui est plutôt bien, parce que tout le monde nous a dit plus 20%, et on ne l'a pas. Donc, on croise les doigts pour que ça ne change pas. On continue avec Netflix qui a visiblement décidé de se lancer dans le jeu vidéo. Alors, ça reste rien d'officiel et rien de définitif, mais il semblerait qu'ils aient un attrait pour faire une plateforme de jeux vidéo, une plateforme qui serait reliée à leur plateforme Netflix déjà existant, un genre d'extension d'abonnement pour avoir accès à des jeux vidéo. Jusque-là, on nous parle d'un catalogue de jeux vidéo, mais on ne sait pas vraiment sous quelle forme, si ce serait quelque chose qui se rapprocherait plus d'un Apple Arcade ou du coup c'est le Game Pass, Apple Arcade et le Game Pass, qui sont du coup des catalogues de jeux que vous pouvez télécharger et ensuite jouer sur le support de votre choix, ou si c'est plus du cloud gaming à la par exemple Stadia, où là on est sur un jeu qui tourne à distance et on vous renvoie l'image du jeu qui tourne à distance. On ne sait pas laquelle des deux options est privilégiée pour l'instant par Netflix, mais il semblerait qu'ils y réfléchissent fort, que ça les intéresse beaucoup. La force de Netflix aujourd'hui, c'est d'être disponible à peu près sur tous les appareils. Ça, c'est vraiment aujourd'hui, quasiment tous les appareils sont compatibles avec Netflix, soit via navigateur, soit via une application dédiée. Du coup, en théorie, ça permet du jour au lendemain de rendre une plateforme de jeu, un catalogue. On ne sait pas encore si c'est du coup en cloud gaming ou juste un catalogue où derrière on peut télécharger les jeux, mais un catalogue de jeux sur une multitude de supports avec en plus déjà
beaucoup d'abonnés qui peuvent potentiellement choisir cette upgrade d'abonnement. Encore une fois, faut déjà savoir sur quel type de catalogue il se dirige, si c'est du cloud gaming ou pas, parce que c'est pas du tout la même chose, dans le sens où un catalogue à la Game Pass, il faut derrière un appareil qui puisse faire tourner le jeu, qui puisse stocker le jeu et le faire tourner, là où du cloud gaming à la Stadia, ça permet en théorie, à partir du moment où votre connexion est bonne, de jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quel appareil sans avoir un problème de compatibilité. En vrai, en théorie, c'est le mieux, je pense, pour Netflix. Après, euh, ça demande une infrastructure plus conséquente qu'un catalogue de jeux à la Game Pass. Donc à voir, moi je suis très curieux et très intéressé de cette histoire, aussi pour savoir le prix, forcément. Mais Netflix est une grosse entreprise qui a du poids et qui a déjà su faire évoluer les choses dans son cœur de domaine qui est la SVOD. Du coup, on se dit que si il décide de se lancer dans le jeu vidéo avec pourquoi pas l'envie de changer aussi des choses, ça pourrait nous apporter, nous, en tant qu'utilisateur final, un gain. Là où les catalogues de jeux, que ça soit du cloud gaming ou du Game Pass, et ben on n'a pas non plus plein d'exemples. Voilà, on a Stadia pour le cloud gaming, on a Game Pass ou Apple Arcade pour les catalogues de jeux. On a xCloud aussi pour le cloud gaming, et effectivement. Mais c'est pas encore quelque chose qui a réussi à se démocratiser, et Netflix a ce pouvoir-là de rendre au moins visible aux yeux de tout le monde ce genre de service. Là où, à l'heure actuelle, ça peut être un peu de niche et un peu l'impression que c'est réservé à une toute petite communauté de joueurs, alors qu'en vrai, pas du tout. Ça permettrait vraiment d'avoir potentiellement, si c'est du cloud gaming, un accès à tout le monde, à n'importe quel titre, sans avoir ce problème de est-ce que ma machine est assez puissante pour le faire tourner. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Encore une fois, c'est tout frais, c'est le tout début. On est loin de l'annonce officielle de demain. Vous pourrez vous abonner à un catalogue made in Netflix. Mais je suis très intéressé et je suis curieux de voir vers où ça va déjà et quelles solutions techniques sont choisies derrière. On continue avec Tesla et Elon Musk et ce petit article qui m'a questionné avec cette en vrai ce Elon Musk est-il encore crédible? Ça m'a beaucoup fait rire comme ça d'un premier abord. Je trouve que c'est un bon titre putaclic. Euh, mais, euh, mais du coup, je l'ai lu, donc ça marche. Voilà, déjà. Et en vrai, c'est forcément. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse dans le sens à savoir si Elon Musk est crédible ou pas. Forcément, l'article revient sur beaucoup de points où il a avancé des choses, il a déclaré des choses en tant que PDG de Tesla sur des, produits qui allaient arriver tels que le Roadster ou le Cybertruck, euh, mais aussi les promesses de la voiture 100% autonome répétées tous les ans depuis à peu près 5 ans, un truc comme ça. Est-ce qu'il a perdu de la crédibilité en chemin? Oui, sûrement. Sûrement, parce qu'au final, il n'a pas respecté certaines promesses. Et voilà, il y a des gens qui ont investi aussi de l'argent, par exemple, pour avoir la Tesla Roadster, qui l'ont toujours pas. Il a promis au monde entier la voiture 100% autonome
depuis déjà quelques temps et repousse à chaque fois son échéance. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, et ça me fait beaucoup rire, la bêta du mode totalement autonome de Tesla, il est à peu près pour personne. Ce qu'on nous explique dans l'article, qu'il y a en gros 350 voitures Tesla qui sont du coup qui ont cette version du système autonome. Et dans ces 350 voitures, il y a seulement 70 qui n'appartiennent pas à des gens qui travaillent chez Tesla. Vous voyez qui a le droit au bêta et ou pas. Donc effectivement, il a en quelque sorte menti, ou peut-être que mentir n'est pas le bon mot, mais exagérer en tout cas certaines avancées ou le temps qu'il faudrait pour arriver à tel point. Mais d'un autre côté, c'est aussi un peu son métier et c'est aussi un peu pour ça que Tesla marche autant. C'est qu'il vend en permanence du rêve à tout le monde, du rêve du rêve du futur, ce qu'il aimerait voir dans le futur et ce qu'il veut apporter au monde. Ça, c'est sa vision des choses. Et pour ça, il doit aussi être un peu dans un monde de rêve où quand il dit que dans un an, on aura la voiture 100% autonome, lui, il croit, ses équipes travaillent pour, mais je pense que voilà, il y a un moment où la réalité arrive et qu'ils se rendent compte que ça prend plus de temps que ce qu'on aimerait et ce qu'on espère. Et forcément, il y a des problématiques inattendues qui accentuent ce retard. Forcément, on parle quand même tout de même de quelque chose d'assez révolutionnaire, créer une voiture totalement autonome et totalement sûre. Donc, il y a du boulot, que ça prenne plus de temps qu'un an, ça n'étonne personne. Et je pense que ça fait partie du personnage ou de la personne qu'il est. Je sais pas exactement. Forcément, je le connais pas. Donc, mais ça fait partie d'Elon Musk de penser que le futur peut arriver en un an, même si en réalité, il y a peu de chance. Du coup, c'est intéressant. Et pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a pour objectif de vous vendre du rêve et le rêve du futur aussi. Donc forcément entre la réalité et ce qu'il peut vous présenter, il y a forcément un décalage, forcément. Après, ça n'empêche pas que il faut aussi ce genre de personnes pour potentiellement faire avancer les choses. Ça n'apporte pas que du mauvais. Sauf pour les gens qui ont forcément investi dans les, dans les prototypes ou ce genre de trucs qui se font encore attendre. On continue avec quelque chose de plus terre à terre, du water cooling, avec Arctic qui complète sa gamme liquide Freezer 2. On est sur un modèle de 240 mm. Si vous voyez les deux ventilateurs RGB et ce qui se placera sur votre processeur. Petit ventilateur tout mignon ici pour encore plus améliorer le refroidissement et les performances. Et ce qui est très intéressant sur ce modèle Arctic, alors c'est peut-être pas le plus travaillé en termes de design, même si moi je le trouve plutôt ok tiers. Bien sûr, on ne va pas aller chercher du genre le RGB sur cette partie ou le miroir infini ou l'écran, mais on est dans le fonctionnel et dans la performance, et ce à un prix plutôt réduit. Le premier prix est à 84 euros. 84 euros ce water cooling 240 mm, donc qui sera en général largement suffisant pour refroidir la plupart des processeurs, sans parler de l'overclocking, tout ça, hein, de manière standard.
Si vous aimez un peu la couleur, vous pouvez payer un peu plus cher, 95 € pour l'avoir avec du RGB. Et si en plus vous voulez contrôler votre RGB, ça vous coûtera 110 €. Alors ça peut paraître cher comparé par exemple à un Ventirad, oui c'est vrai, même si certains Ventirad haute performance sont aussi plutôt chers. Mais bon, là on est dans du water cooling, forcément ça n'a pas du tout le même aspect et le même rendu à l'intérieur d'une config. Et on est en vrai pour du water cooling à des prix plutôt accessibles, plutôt sympas, plutôt attractifs, avec quand même un premier modèle, effectivement plus simple, tout noir, pas de RGB, tout ça, mais seulement 84 € pour ce modèle de 240 mm, du coup avec deux ventilateurs, qui encore une fois vous permettra de refroidir la majorité des processeurs de manière efficace. Donc plutôt cool. J'aime bien aussi ce genre de matériel qui peut être destiné à plein de gens qui a envie pourquoi pas, de s'acheter son premier kit water cooling à un prix accessible. Forcément, c'est sûr que je m'émerveille souvent devant les kits avec par exemple des écrans, mais on est sur des budgets totalement différents avec parfois 3 fois le prix de celui-là en entrée de gamme. Donc c'est aussi cool de présenter ces kits Arctic qui sont très, très performants, aucun problème là-dessus. Après, ils sont effectivement, d'un point de vue design, assez différents de la concurrence, mais certains vont y voir aussi un point fort. Donc, n'hésitez pas, c'est du très bon matos. On passe sur de la RAM, et là, je vous dirais pas que c'est du très bon matos, j'en sais rien, mais en tout cas, on a décidé de sortir son cahier de dessin et de nous montrer ça, des kits de RAM avec, vous voyez, ce design très particulier, une espèce de vague sur le dessus. Bien sûr, c'est le radiateur qui prend cette forme-là, et c'est assez, voilà, c'est assez étrange, je trouve, de sortir ça. En plus, c'est du kit DDR4, donc la DDR4 qui est bientôt censée être remplacée par la DDR5, enfin par les débuts de la DDR5. Donc voilà, c'est un choix, un choix assez étrange de la part de Datotech, c'est pas facile à dire, société taïwanaise, qui a appelé ses kits Ares Armor DDR4 RGB. Donc les gens qui aiment ce design et qui ont une vitre, ces barrettes sont peut-être faits pour vous. Disponibles en 8 ou 16 Go à 3600 MHz maximum. Un look pour le coup très atypique qu'on ne retrouve, que j'ai jamais vu. Jamais vu, première fois. Mais les gens qui aiment, let's go. Hein. J'avoue, c'est pas trop mon cas. Un peu étrange. Mais il en faut pour tous les goûts. On continue avec un boîtier chinois de la marque Géométrique Future. Le boîtier s'appelle Model 8. Très bon nom de, de très belle référence. Model 8, ça me va très bien. On est sur quelque chose de très chelou. Regardez, de l'extérieur, on dirait un boîtier format ATX, tout ce qu'il y a de plus classique. La vitre sur le côté, une façade, les connectiques au-dessus. Ici, on se dit qu'il y a un truc de ventilation classique et l'arrière. Et en fait, pas du tout. Voici l'intérieur, et là on comprend plus. Là, on a les équerres PCI qui sont au plafond. Voilà. Ici, on a du coup pas les sorties. L'alimentation, elle va là, qui est à l'avant. Et du coup, on comprend plus trop. Et effectivement, l'alimentation va ici, à l'avant. Les équerres vont là. Donc, les sorties de la carte mère iront ici, là, dans ce petit rectangle blanc. Un peu étrange. Je me suis posé la question, comment ça peut vraiment être fonctionnel? En quoi c'est plus... Enfin, pas comment ça peut être fonctionnel, mais en quoi c'est plus fonctionnel que de mettre des connectiques à l'arrière du boîtier comme sur tous les autres boîtiers
avec du coup une alimentation qui prend place ici ou parfois dans d'autres modèles en haut mais toujours à l'arrière, et ben je sais toujours pas, mais c'est un choix design fort, là clairement, de mettre l'alimentation à l'avant. Et l'autre question c'est, du coup je sais pas trop comment ça se passe. Alors je vais vous montrer une photo, ici on voit, ici vous avez du coup l'arrière, vous voyez ici qu'il n'y a pas les entrées-sorties, que ce soit pour votre carte graphique ou votre carte mère, mais on voit ici des passages de câbles, donc ici et ici. J'imagine que ce duo permette de relier vos écrans, votre souris, enfin vos périphériques, tout ça. Je trouve ça innovant, mais du coup pour l'aspect pratique, je suis pas méga convaincu. Et il semblerait qu'à l'avant, est-ce qu'on a voilà, à l'avant on a une façade pleine, donc aucun moyen de faire sortir des câbles par l'avant ni par le dessus. Si je vous remontre le dessus, vous voyez ici aucun moyen de faire sortir des connectiques et des câbles par le dessus, donc tout doit passer par l'arrière. Je sais pas. Sinon il est joli. Il est joli, il est disponible en plusieurs versions. Vous avez ici la version de base, petite version qui sera plus chère avec du coup finition aluminium ici et sur la façade. Et pour les gens fans de cuir, on a pareil façade alu avec finition d'une petite bande de cuir ici. Voilà, pas disponible chez nous pour l'instant, avec des prix qui ne représenteront probablement pas le prix quand ce sera disponible chez nous, vu que c'est des prix pour le marché chinois. En termes de connectique, on a tout ce qu'il y a de plus classique. En termes de compatibilité pour votre config aussi, avec ce design permet surtout d'avoir des grandes compatibilités en termes de radiateur de water cooling, que ce soit ici à l'arrière ou en bas, comme vous pouvez le voir ici. Là, vous pouvez mettre un très grand radiateur en bas. Mais je sais pas. En termes de câbles, faut pas avoir trop de câbles, quoi. Parce que sinon, on a juste ce petit espace pour tout faire sortir. Ça peut être vite compliqué. En termes de design, c'est joli. Fini avec les cartes graphiques et Nvidia qui annonce la fin du support de Kepler. Kepler qui, du coup, représente pas mal de cartes. Les séries, ça a commencé avec la 680, les 700, donc 750, 770, 780. Et les GTX 800M pour les cartes mobiles. Des cartes qui sont maintenant forcément plutôt vieilles vu que la 680 est sortie en mars 2012. Effectivement, ça fait plus de 9 ans, donc oui. Mais des cartes encore pas mal représentées chez les utilisateurs. Donc un peu triste, forcément. Surtout que, voilà, on prend un exemple forcément un peu extrême, mais une personne qui avait les plus hauts de gamme des Kepler, donc des 780 par exemple, et bah aujourd'hui si vous changez pour une 1650 qui vous coûtera 200, pas loin de 250 euros, vous n'avez pas de gain de performance et vous payez 250 euros pour juste avoir la possibilité d'avoir des drivers mis à jour. Donc un peu triste à l'heure où acheter une carte graphique c'est devenu très compliqué et il faut avoir un banquier compréhensif. C'est peut-être pas le meilleur moment pour annoncer la fin de support sur des générations précédentes. Je trouve que c'est un peu mal amené et encore une fois on peut penser que c'est très vieux et que plus personne n'utilise ça. Sachez que j'ai encore un PC qui tourne avec une 750 Ti, donc respectez s'il vous plaît. Et elle fonctionne encore, hein, elle permet bien sûr de ne pas jouer à tous les jeux récents, mais ça permet encore de faire tourner quelques jeux dans des conditions correctes. Et en plus,
quand on regarde, par exemple, il y a Steam qui nous permet ça, de savoir le pourcentage d'utilisateurs qui utilisent telle ou telle carte graphique, et ben on voit qu'elles sont encore quand même représentées de façon conséquente dans les utilisations. Donc forcément, quand on se dit que les gens les utilisent encore, ça fait un peu mal pour eux de savoir qu'ils n'auront plus droit à des nouvelles mises à jour de drivers. Et surtout, si vous pouvez, attendez avant d'acheter une carte, même si vous gardez des drivers qui ne sont pas mis à jour quelque temps, vraiment c'est pas le bon moment pour acheter une carte graphique. On finit avant de faire les stocks avec Razer qui s'est un peu planté et qui nous a lâché des infos sur des futurs configs. Des configs qui embarqueraient les cartes Nvidia pas encore annoncées mais que tout le monde connaît déjà, les 3070 Ti et 3080 Ti. Alors du coup c'est en chinois ou japonais, j'imagine. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que du coup ces Razer, ça va être des configs qui vont coûter très cher. Deuxième point qui est aussi intéressant, c'est des processeurs AMD, du Ryzen 9 au Ryzen 5 dernière génération. Et dernier point qui du coup moi ça me déçoit un peu, même si c'est pas si étonnant que ça. On sait que Razer a fait des collabs avec alors que je dise pas de bêtises parce que c'est écrit ASRock, voilà, pour faire des cartes mères Razer. Forcément c'est pas totalement eux qui les font, mais ils font en collab avec quelqu'un. Et on n'a pas de carte mère Razer dans les configs Razer. Et je trouve ça un peu dommage. Alors oui, les cartes mères Razer sont très chères, mais vraiment très chères. Mais là, les configs sont aussi très chers. Et on nous met, à la place d'avoir des cartes mères brandées Razer, on a des cartes mères Asus. Donc Asus Prime, TUF ou ROG, suivant la gamme. Et du coup, des configs qui vont jusqu'à 5100 € environ avec du coup cette conversion depuis la monnaie chinoise du coup. Ouh, merci Kadok93 pour ton follow, merci, ça fait plaisir. Donc des configs Razer toujours hors de prix. En plus en général en Chine, quand on nous annonce un prix en Chine, c'est moins cher que quand ça débarque chez nous. Alors j'ai un peu je préfère pas imaginer le prix que ce sera en euros sur le site officiel Razer, mais très cher. Après, on est sur des configs très haut de gamme. On sera sur du Ryzen 9, 3080 Ti. Ça vous régalera, mais à plus de 5000 €, j'espère que ça vous régalera. On finit avec les cartes graphiques et toujours quelques larmes de sang en regardant les stocks et les prix. Comme d'habitude, seules les cartes AMD restent. Il y a de temps en temps des petits lâchers de cartes Nvidia, hein. Même au moins autant que AMD, peut-être voire plus. La seule différence, c'est que elle reste pas. Perso, j'ai testé ni les séries 30 ni les AMD RX 6000, donc je ne me prononcerai pas. Mais c'est pas des mauvaises cartes. Elles sont trop chères, mais c'est pas des mauvaises cartes. Du coup, les 6700 XT qui sont toujours là, ASRock a comme d'hab plein de références. Première référence 1180. Voilà, ça fait mal. Si vous voulez payer plus cher pour avoir du RGB, vous avez celle à 1240. Incroyable. On a le bébé de Saphir, qui est cette carte à refroidissement hybride. 6900 XT à 2650. Ça fait mal, mais c'est de la très bonne carte aussi. Il faut avoir la place de caser ce très grand radiateur de 360 mm dedans, mais c'est de la très bonne carte. Toujours très cher, 6900 XT MSI à 2600, c'est bien, ils font des prix ronds. ASRock, ça c'est la moins chère de chez ASRock, elle n'est pas overclockée d'usine et elle est à seulement 1130. Ça reste très cher. Honnêtement, peut-être la plus intéressante des 6700 XT. En stock à l'heure actuelle, la Power Color, encore une fois, pas overclockée. Ah si, j'allais dire pas overclocké d'usine, mais si. Pourquoi ils le mettent pas dans le nom? Pas malin cela. 950. Et la 1660 Super à 610 €. N'achetez pas cette carte. Je vous en supplie.
n'achetez pas cette carte. Celle-là, c'est la même que celle-là, mais pas en extrême édition. Je ne sais pas la différence exacte, mais elle coûte 50 € moins cher. Elle est aussi très performante. Est-ce qu'un jour les prix reviendront à la normale? Oui. Oui. Je peux te le garantir, oui. Juste, je sais pas dans combien de temps, malheureusement. Mais je te garantis qu'un jour, ça va être de nouveau possible d'acheter des cartes sans avoir à payer un SMIC. C'est sûr. J'ai juste hâte que ça arrive. Et forcément, ça sera pas du jour au lendemain non plus. On va voir une décroissance des prix et une disponibilité accrue petit à petit. Mais ça va arriver. Et on espère juste que ça ne mette pas trop de temps. Voilà qui conclut le point Actu Hardware. J'espère que vous avez apprécié ce moment, que vous avez appris des trucs et que ça vous a donné envie de revenir. On se retrouvera demain pour la suite de l'actualité hardware et tech. Et moi je vais aller filer sur Trackmania. Merci d'avoir regardé.